Bonjour. Alors mes amis, il fait froid et gris. Il y a intérêt à pas éteindre le feu intérieur. J'ai vu qu'en Algérie il neigeait. Je sais qu'il y a parmi vous un certain nombre d'Algériens, donc profitez bien de la neige parce que apparemment on va peut-être pas en profiter tant que ça dans les années à venir. Elle disparaît en tout cas en France. Voilà, et la neige, moi je l'adore. Quand je vivais à la montagne, c'était mon grand bonheur. Alors, cela dit, je me suis arrêtée là dans un petit square pour vous parler du sujet du jour. Je suis en chemin pour autre chose, mais voilà. Et aujourd'hui, j'ai pensé à vous parler de la servitude volontaire. Où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle se trouve, comment elle se manifeste. Alors, la servitude volontaire, c'est la Boétie au XVIe siècle, un l'ami proche de Montaigne, qui a écrit ce traité de la servitude volontaire en disant que si les dirigeants asservissaient le peuple, c'était parce que le peuple se laissait asservir. Voilà, en gros c'est ça sa thèse. Et il disait que le peuple est plus nombreux qu'eux et que s'il ne veut pas se laisser asservir, il n'a qu'à se révolter et exiger ce à quoi il prétend. Bien, alors cette thèse, elle n'est pas sotte, mais elle me pose problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est toujours intéressant de savoir d'où parlent les gens qui parlent. Et là, la Boétie, c'est un noble, c'est pas quelqu'un du peuple. Alors même s'il n'est pas hyper riche, c'est quand même quelqu'un de favorisé. Et quand on parle de la part d'une classe favorisée, et en fait, on ne sait pas ce que vit le peuple. On ne le sait pas. Donc lui dire si vous êtes asservi, en gros c'est votre faute, parce que c'est ça en fait le fond de l'histoire que personne ne veut voir. Jean-Luc Mélenchon a appelé son institut de pensée, son think tank, la Boétie, Institut La Boétie. Ça dit quelque chose aussi sur Jean-Luc Mélenchon, qui, comme on le sait, n'a jamais travaillé. Il est issu de la classe bourgeoise, petite bourgeoise, mais en tout cas, il a toujours vécu de ses activités politiques, donc évidemment rétribué par les contribuables. Et bon, il n'y a pas de honte à ça, sauf que il n'a pas l'expérience du peuple qui travaille et qui vit dans des conditions difficiles. Lui, Jean-Luc, très bien, il est millionnaire, c'est très bien. C'est pas un milliardaire, mais quand même, il est plus qu'aisé, disons, et il n'a jamais eu à galérer comme souvent le peuple. Donc voilà, ces gens-là qui donnent des leçons aux autres, d'où les donnent-ils? Moi, ça me dérange toujours. C'est un petit peu comme les prêtres qui vont qui sont interdits de mariage et qui vont donner des leçons d'éducation sexuelle ou matrimoniale aux jeunes couples ou aux couples plus anciens. De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Et ça, c'est toujours très dérangeant. Parce que, en fait, si on en revient à cette histoire de servitude volontaire, c'est pas aussi simple que le dit la Boétie, qui le dit très bien, qui le théorise. Mais ce qui manque à la base de sa théorie, c'est l'expérience d'être né dans le peuple, d'y avoir grandi, d'y avoir galéré, et de savoir que c'est pas si simple de se révolter et d'agir surtout contre les puissants. Ici en France, on l'a vu récemment avec les gilets jaunes,
qui se sont fait matraquer. Le pouvoir, Macron, il n'avait pas de popularité, mais il a la police, il a l'armée en cas de besoin, il a... Voilà, oui, puisqu'il a même sorti l'armée d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pas si simple. Et puis, quand le peuple se décide à l'action et que cette action recourt à la violence parce qu'il ne voit pas d'autres moyens, ben ça on l'a fait aussi en France, hein, la Révolution 1789, très bien, on a guillotiné tous les ennemis, entre guillemets. Et finalement, on s'est quand même retrouvé quelques temps après avec l'Empire. Napoléon, l'empereur. Bon, c'est pas si simple que ça. La violence appelle la violence. Là, en ce moment, on voit en Syrie, ils se sont débarrassés de Bachar el-Assad. Très bien, le peuple est content, c'est super. Mais bon, qu'est-ce qui va suivre? On ne sait pas. Hein. Ils s'en sont débarrassés évidemment par la violence, avec des gens violents, hein, des djihadistes. Donc est-ce qu'ils vont instaurer tout de suite le pouvoir du peuple ou leur pouvoir sur le peuple? C'est toujours un peu la même histoire. Il ne suffit pas de dire allez-y, faites la révolution, battez-vous et voilà. Parce que dire ça, pour moi, c'est une façon de culpabiliser le peuple. De lui dire, voilà, vous êtes dans cette condition malheureuse, c'est de votre faute. Vous n'avez qu'à vous bouger. C'est pas si simple. Et quand on est dans le peuple, on le sait que c'est pas si simple. Parce qu'on doit d'abord survivre, on doit assurer la vie de sa famille, de soi-même, et puis aussi vivre, trouver son bonheur. On va pas passer notre vie à lutter, on lutte, mais en même temps il faut vivre aussi, il faut vivre. Donc tout ça n'est pas si simple, ça prend du temps. Alors la Boétie disait soyez résolus à ne plus servir et vous serez libre. Ah, bon. Plus proche de nous, en 1953, on avait un autre penseur, Guy Debord, qui écrivait sur un mur rue de Seine, en plein Saint-Germain-des-Prés. C'est ça, c'est pas vraiment dans un quartier populaire. Ne travaillez jamais. Bon, lui aussi, c'était un révolutionnaire. Un révolutionnaire né dans une famille aisée et qui n'avait pas effectivement forcément besoin de travailler pour vivre. Alors, tous les révolutionnaires de salon le citent, le suivent. Bah oui, évidemment, pour certaines personnes, c'est possible, mais pas pour d'autres. En fait, pourquoi ces gens qui sont aisés, comme aussi, aujourd'hui, on a Frédéric Lordon, qui travaille notamment au CNRS, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a d'autres fonctions aussi. On a Ouria Boultadja, qui est salariée de l'Institut du monde arabe, où elle gagne extrêmement bien sa vie, elle aussi. Donc on a des gens comme ça qui appellent les autres à la radicalité, alors qu'eux-mêmes sont complètement insérés dans le système, qu'ils en profitent parfaitement, qui font partie des privilégiés. Pourquoi ils font ça? Moi j'ai ma petite idée. Je pense que justement parce qu'ils sont privilégiés, ils ont une espèce de nostalgie du peuple combattant. Ils voudraient en être du peuple combattant. Donc ils poussent les autres à ça. Mais pourquoi? Parce que dans les milieux privilégiés, la servitude volontaire, en fait, c'est là qu'elle fonctionne à fond. Parce que ces gens, s'ils n'étaient pas plus ou moins compromis, plus ou moins soumis les uns aux autres, ils ne seraient pas à la place qu'ils ont. Ils ont accepté des choses
ils ont accepté beaucoup de choses de la société telle qu'elle va pour pouvoir en faire partie si pleinement. Moi, je sais bien de quoi je parle. J'aurais pu aussi, quand j'ai eu du succès avec mes livres, m'insérer dans ce milieu, en profiter, devenir voilà, une figure parmi les autres, mais quand même qui s'en sort très bien, qui grâce à des réseaux a toutes sortes d'avantages, etc. Seulement moi, j'ai jamais accepté ça. Et donc finalement, je me suis retrouvée complètement exclue et depuis 15 ans, je ne peux plus publier. Bon, mais ce n'est pas mon cas personnel que je veux évoquer. C'est juste pour dire, parce que comme je le disais, c'est intéressant de savoir où on parle. Je parle de quelque chose que je connais bien, que je connaissais même d'ailleurs avant d'avoir publié des livres, en étant une jeune femme très pauvre, issue d'un milieu pauvre. Là aussi, tout simplement, vous apprenez très bien comment fonctionne la société, vous vous en rendez compte. Mais oui, par exemple, cet exemple de soumission, je l'ai vu tellement éclatant. Je reviens un petit peu sur l'ouverture de Notre-Dame. Pourquoi Macron a invité Trump? Trump, du coup, c'était le clou du spectacle, là. Tous les yeux étaient tournés vers Trump et vers Elon Musk. Pourquoi Macron fait ça? Alors que Trump s'est fichu de sa figure je ne sais combien de fois. Il est soumis. Il est soumis à plus fort que lui. De même que voilà, tous ces gens s'entre-soumettent les uns aux autres pour conserver leur position. Et voilà comment ça marche. Donc, la servitude volontaire, où elle est en fait? Elle est du côté du peuple ou du côté de ses dirigeants? Voilà la question qu'on peut se poser. Parce que les dirigeants, s'ils travaillaient vraiment pour le peuple, je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas qu'il n'y a pas des dirigeants qui travaillent pour le peuple, mais bien souvent, ils sont vite détournés de la fonction pour laquelle ils ont été élus. Si Macron, là, par exemple, avait travaillé pour le peuple, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de Notre-Dame, de réouverture, il aurait magnifié à la fois la France et l'Europe. C'est-à-dire qu'il aurait travaillé à renforcer l'Europe, puisque l'Europe, c'est notre façon de ne pas être un tout petit pays isolé face aux grands blocs, aux autres grands blocs mondiaux. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est manifestement couché au pied des États-Unis. Parce que voilà, c'est ça, il faut qu'il conserve sa position alors que le peuple le rejette massivement. Il faut quand même que grâce à son appui et à sa soumission aux autres grands de ce monde, donc là aux États-Unis, à Netanyahou, il soit assuré de conserver une audience et sa place. Voilà, c'est ça leur système de servitude volontaire. Eux sont vraiment dans la servitude volontaire parce que rien ne les oblige à faire ça. Rien ne les oblige à se soumettre à un autre alors que eux, ils ont tous les moyens de vivre. Et, s'ils perdent leur place, de toute façon, ils ont de l'argent de côté, ils ont d'autres réseaux et ils n'ont pas du tout l'obligation, comme un travailleur ou une travailleuse qui va devoir nourrir ses enfants, qui va devoir payer son loyer, etc., qui doit accepter parfois des règles qui ne lui conviennent pas forcément, mais voilà, elle ne fait pas par soumission volontaire, non, pas du tout.
Alors, si la révolution violente n'est pas accessible toujours, ni tout de suite, ni forcément toujours désirable, et on sait qu'elle a des conséquences qui sont parfois aussi dramatiques que l'avant-révolution, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je regarde du côté d'auteurs qui ne sont pas des penseurs comme ça, jugés depuis leur bonne position de privilégiés, mais qui sont des créateurs. Et là, je pense particulièrement à Melville, l'auteur de Moby Dick. Je pense à ces phrases du narrateur au début du livre. Le narrateur, c'est Ishmaël, l'ancêtre des Arabes. Hein. Là, bon, c'est pas forcément un Arabe, on ne sait pas, il s'appelle Ismaël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je travaille sur les bateaux comme simple marin. Et d'accord, je dois obéir à des capitaines qui sont parfois des imbéciles. Mais qu'est-ce que ça peut me faire au fond? Parce que moi, je mène la vie que je veux. Je m'engage sur les bateaux quand je veux, je gagne ma vie, je respire le bon air frais et au fond je suis libre. Alors que effectivement, ce qu'on voit dans ce livre, c'est que lui, voilà, il fait sa vie toute simple mais aventureuse, mais riche. Et le capitaine du bateau, capitaine Akab, qui porte le nom d'un roi biblique impie qui a persécuté notamment le prophète Élie, ce capitaine, il est à la poursuite de la baleine pendant tout le livre avec une obsession qui le rend malade. Il veut absolument tuer cette baleine. Qu'est-ce qu'elle représente, la baleine? Et il veut la tuer et puis il finira par en mourir. Mais c'est lui le cinglé, c'est lui le malade qui est aliéné à sa folie. Donc sa servitude, c'est ça, c'est son aliénation. Et Melville, qui a écrit ce livre magnifique, hein, si vous ne l'avez pas lu depuis un bout de temps, relisez-le, si vous ne l'avez pas lu du tout, lisez-le. C'est tellement fantastique. Melville, lui-même, à 20 ans, il s'est engagé sur un navire marchand, il a gagné sa vie comme ça. Il sait de quoi il parle, il peut en parler. C'est pas un bourgeois dans son bureau à Saint-Germain-des-Prés. Voilà. C'est pas non plus un politicien qui a fait toute carrière tranquille dans les cénacles. Et il a écrit aussi ce livre formidable qui inspire énormément de résistants aujourd'hui, Bartleby le scribe. C'est l'histoire d'un homme qui est dans un bureau à Wall Street, et donc c'est au 19e siècle, hein, et qui tout simplement refuse de faire ce qu'on lui demande de faire, avec une obstination tranquille. Chaque fois qu'on lui demande un travail, il répond je préfère pas. Finalement on lui demande de partir puisque il n'obéit à rien et il dit je préfère pas, il part pas. On l'évacue de force, il se met à errer, il erre dans la ville. Et puis quand on veut l'arrêter, il dit toujours c'est toujours pareil, je préfère pas, mais il fait son truc tranquille. Et le fait qu'il soit comme ça, buté, résistant, tranquille mais déterminé, ça bouleverse tout le monde. Personne, les gens, ses supérieurs et la société sont indignés et remués par ça. Finalement on le met en prison et comme il préfère pas, il fait la grève de la faim et il meurt. Et ça me rappelle une nouvelle de Kafka, parce que chez Melville ça se termine comme ça, par sa mort. Mais au siècle suivant,
Kafka, il a écrit, ou à la fin du 19, c'est au début du XXe siècle, Kafka a écrit une nouvelle qui s'appelle Un champion de jeûne, le jeûne, le fait de jeûner, hein, de ne pas manger, qu'on traduit aussi quelquefois par un artiste de la faim F-A-I-M. Et c'est pareil, c'est le gars qui jeûne, qui ne veut pas manger. Et il dit, croyez-moi, si je trouvais quelque chose qui me plaît, qui soit à mon goût en ce monde, je mangerais. Et finalement, il meurt dans sa cage, il s'expose comme ça en train de jeûner, et finalement il meurt, il rétrécit, il diminue, il meurt. Mais il y a une autre fin dans Kafka, c'est qu'à la fin, il est remplacé comme s'il était ressuscité en fait sous une autre forme par une magnifique panthère noire pleine de vitalité. Voilà. Donc moi je tire une leçon de ça. Je pense que la résistance pacifique et tranquille, et c'est quelque chose qui est aussi une excellente tactique. Et cette résistance, elle se fait dans nos têtes, dans nos vies. Elle prend du temps, c'est pas comme ça un coup d'éclat. Et elle peut très bien se combiner avec les moments de révolte populaire plus violente en fait. Quoique, moi je pense que si on peut éviter la violence, c'est toujours mieux. Parce que en plus la violence, appelant la violence, on n'est pas sûr d'avoir de meilleurs lendemains. Mais le fait de tout simplement refuser le système, de faire ce qu'il faut pour vivre, parce que voilà, tout le monde doit vivre, mais sans donner son consentement au système, en consentant juste à ce qu'on veut consentir, à quoi on veut consentir. C'est-à-dire, d'accord, je vous donne ma force de travail, je donne ma force de travail pour être payé, mais ma liberté, je la garde. Ma liberté intérieure, ma pensée personnelle, et mon dégagement en fait. Je ne marche pas dans la combine. Voilà, c'est ça. Alors, si tous les peuples fonctionnent comme ça, à force, finalement, ça change. Quoi qu'on veuille et quoi que fassent les dirigeants. Parce que c'est ça aussi la force du peuple, c'est sa vie, sa vitalité, sa vie et sa façon de vivre. Bon, là-dessus, je vous laisse pour aujourd'hui. Il commence à pluvioter depuis un moment. Et plus tard, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que ça vous inspire ou à témoigner de votre façon de vivre et de penser. Allez, ciao!